Bonjour, je m'appelle Opaline, je suis masseuse équin et canin. Je me suis installée en février 2021. Je suis certifiée équiphysio. Pendant ma formation, j'ai pu réaliser une étude de cas et cette étude de cas m'a permis de prendre conscience de l'importance du masseur dans le suivi des chevaux de sport. Je souhaitais aujourd'hui présenter mon travail aux professionnels de la filière équestre. Pour cette étude, j'ai choisi de m'intéresser aux gestes techniques des antérieurs à l'obstacle, le troussé. Pour comprendre plus facilement la suite de mon travail, je vais vous faire un bref récapitulatif de la biomécanique. Le troussé est le geste technique effectué par les antérieurs lors de l'abord jusqu'à la face culminante du plané. Le thorax est amorti entre les antérieurs par la contraction excentrique des muscles pectoraux, du subclavier, des scalènes, du dentelé du cou et du thorax. Cette descente du thorax est combinée à une flexion de l'encolure, amortie par les muscles cervico-dorsaux. Les antérieurs sont en phase d'amortissement. Lors de la descente du thorax, les muscles en contraction excentrique ont emmagasiné de l'énergie et la libèrent en contraction concentrique pour permettre l'élévation du thorax. Cette action s'accompagne d'une extension brutale de l'encolure. Cette partie va conditionner le troussé puisqu'elle permet l'élévation de l'avant-main pour franchir l'obstacle. Le ramener s'effectue juste après la phase d'appui par le biais des muscles ici dessinés. On peut voir que le troussé est associé à une horizontalisation de la scapula et une flexion des articulations. Le troussé est permis par l'intervention du muscle dentelé ventral du thorax associé au trapèze et la flexion du membre antérieur va se faire par une contraction concentrique du triceps brachial, du muscle deltoïde, du grand rond. La flexion du coude est permise par le muscle biceps brachial et brachial et la flexion du reste du membre par les muscles antébrachiaux-caudaux. Le geste du troussé est largement initié lors de l'abord, du saut, mais les actions musculaires citées précédemment se prolongent jusqu'à la phase culminante du plané. Le troussé n'est plus, il est remplacé par la phase d'extension des antérieurs, puis l'amortissement à la réception. Bien sûr, ces actions sont accompagnées de divers mouvements de l'encolure du tronc et des postérieurs. Pour trouver les observables d'un troussé de qualité, j'ai demandé à plusieurs cavaliers professionnels leur avis. Les observables les plus importants sont une épaule élevée et avancée, une flexion optimale du carpe, une élévation du carpe, un geste symétrique des deux antérieurs, des antérieurs qui couvrent la largeur de l'obstacle, donc l'avancée du carpe, la répétabilité du geste et une rapidité dans le geste. Ce geste de qualité permet d'éviter des efforts inutiles et ainsi de diminuer la fatigue musculaire sur le parcours, mais aussi en post-effort et de réduire le risque de faute sur les barres et de blessures. À plus long terme, un geste de qualité permet une plus grande longévité. Le cheval de l'étude est une jument selle français de 9 ans. Elle fait 1m51 au garrot. Elle sort actuellement en épreuve amateur 1m, 1m10. L'objectif de la cavalière est d'évoluer vers des épreuves 120. J'ai établi un protocole de prise en charge sur 6 semaines. La jument a bénéficié d'un massage d'entretien par semaine et d'une préparation et récupération par semaine lors d'une séance d'obstacles. J'ai effectué 2 protocoles. Le premier consistait à masser uniquement les muscles acteurs du troussé. J'ai fait une pause de 10 jours et j'ai réalisé un autre protocole en prenant en charge les mêmes muscles en ajoutant l'érector spinae. Ce muscle permettant l'extension du rachis, lors de l'abord, je trouvais pertinent de le prendre en charge. Pour connaître l'impact de mes protocoles sur la jument, j'ai réalisé plusieurs mesures afin de répondre à mes observables. J'ai réalisé des mesures de protraction des antérieurs au pas et au trot à l'aide de vidéos analysées par un logiciel. Je souhaitais voir si l'amélioration de la protraction au sol permettait d'améliorer la protraction lors du troussé. J'ai fait des mesures de palpatoire pour savoir si j'avais un impact sur la densité musculaire des muscles du troussé, mais également sur la globalité du cheval. Je les ai traduites par des couleurs sur des schémas. J'ai effectué aussi des notations de réaction de la jument au toucher du pectoral descendant sur une échelle de 1 à 4. J'ai effectué diverses mesures à l'obstacle, au plané et à l'abord sur un obstacle test à chaque séance pour répondre à mes observables. J'ai fait ces mesures avec vidéo qui ont été analysées avec un logiciel à l'aide de gommettes collées sur des repères anatomiques précis. J'ai mesuré les angles articulaires de l'épaule, du coude et du carpe à l'abord et au plané, mais aussi la hauteur des carpes au plané, la distance de prise d'appel, le temps de mise en place par les antérieurs entre la prise d'appel et la flexion maximale au plané, et un angle de symétrie entre les deux antérieurs au plané.
J'ai aussi fait des mesures avec le bilan fonctionnel du carpe avant-après massage et avant-après séance d'obstacles pour déterminer s'il y a une corrélation entre la flexion passive et active. J'ai mis des notes de 1 à 4. J'ai fait aussi un comptage sur le pied de réception sur un obstacle test pour voir si j'aurais un impact sur ce paramètre également. Et j'ai réalisé un questionnaire cavalier pour connaître les ressentis précis de la cavalière. J'ai réalisé une semaine de mesures à vide sans masser la jument pour avoir un constat de base. Nous allons maintenant passer à l'analyse sur ce premier constat lors de la semaine 0 sans prise en charge. Sur les schémas, on peut voir que la jument possède des tensions sur l'ensemble du corps et plus spécialement sur le côté droit et l'avant-main. La jument réagit de manière négative au toucher des deux pectoraux. La note de flexion passive sur le carpe est à son maximal à gauche et seulement à 2 à droite. Sur le graphique de la protraction au pas, nous pouvons voir que l'antérieur droit a moins de protraction aux deux mains. Ce constat se retrouve aussi au trot. À l'aide de mon questionnaire, j'ai déterminé que la cavalière sentait un déséquilibre sur les épaules et que la jument s'appuie fortement sur son épaule gauche. La cavalière ne trouve pas toujours ses places à l'obstacle et a l'impression que la jument doit faire un effort sur ses sauts. Sur les premières mesures à l'obstacle, les angles articulaires ne sont pas identiques aux deux mains, ce qui montre un manque de répétabilité du geste. Je n'ai observé aucune corrélation entre les angles à l'abord et au plané. Nous avons un écart de 5 cm entre la hauteur des carpes à gauche et à droite, et le carpe laisse peu de place à la partie distale du membre. L'angle de symétrie m'a fait déterminer que tous les sauts de l'obstacle test présente une symétrie des antérieurs au plané à main droite et aucun des sauts ne présente une symétrie des antérieurs à main gauche. J'ai constaté une différence de 30 cm entre la piste d'appel à droite et à gauche et la jument réceptionne majoritairement sur le pied gauche et la plupart du temps à faux. Je vais maintenant vous montrer l'évolution de ce constat par l'analyse de différentes données récoltées. Les massages ont permis de diminuer les tensions et de les réduire à des pastilles. À partir de la 3e semaine, les tensions à gauche et à droite commencent à s'équilibrer. Les densités gauche et droite deviennent assez homogènes lors de la dernière semaine de prise en charge. Le massage des muscles du trousset a eu aussi un impact positif sur les autres zones qui n'étaient pas massées. Je ne peux pas dire qu'un protocole a été efficace plus que l'autre, mais la prise en charge de l'érector spinae a permis de détendre la ligne du dessus. Voici un graphique mettant en relation les densités des pectoraux descendants et la réaction de la jument à leur toucher. Les prises en charge de la jument ont permis de diminuer la réaction de celle-ci au toucher des pectoraux descendants. Nous sommes passés d'une jument agacée au toucher à une jument calme et détendue. Le second protocole a permis une diminution plus franche de la réaction de la jument. Sur le graphique, les deux courbes sont très proches l'une de l'autre. Il y a peu d'écart entre les notations de densité et de réaction. Globalement, les fluctuations vont dans le même sens. J'en déduis que les réactions de la jument au toucher du pectoral descendant sont liées à l'état de tension de celui-ci. Ainsi, plus la densité était forte et plus la jument avait des réactions négatives. Nous allons voir maintenant si les autres paramètres évoluent dans le même sens que les densités musculaires. Pour déterminer l'évolution de l'avancée de l'épaule, j'ai choisi des mesures d'angle articulaire de l'épaule au plané et la protraction des antérieurs au sol, au pas et au trot. Une séance sur deux, les angles ont augmenté de valeur. Le premier protocole a permis de gagner 26 degrés à droite et 31 degrés à gauche. Cependant, en fin du deuxième protocole, il y a une régression de l'ouverture de l'angle, mais les données restent au-dessus de la semaine 0. L'ensemble des protocoles ont permis une ouverture de l'angle articulaire des épaules. Cette ouverture de l'épaule permet d'augmenter la protraction des membres et ainsi permet l'avancée de l'épaule au-dessus de l'obstacle. Pour la protraction, le premier protocole a permis d'obtenir une augmentation de protraction sur l'antérieur droit et gauche et ainsi de réduire la dissymétrie d'embrasser des deux antérieurs. Lors du second protocole, nous avons une valeur plus basse de protraction que lors de la dernière prise de mesure de la semaine 3. Cependant, le second protocole a permis de fixer une symétrie de l'embrasser des deux antérieurs. Je n'ai pas mis le graphique au trot, mais nous avons une progression beaucoup plus flagrante, avec moins de fluctuations. Voici le graphique mettant en relation les deux paramètres. Globalement, il y a une augmentation de la protraction des antérieurs au pas et au trot et une augmentation de l'angle articulaire de l'épaule au plané. Cependant, les fluctuations sont nombreuses tout au long de l'étude pour l'angle articulaire de l'épaule. Je ne peux pas affirmer que ces deux paramètres sont liés l'un à l'autre,
mais il y a quand même une amélioration de l'avancée de l'épaule au plané. Lors de la première semaine, malgré une moins bonne flexion passive du carpe droit, la flexion active lors du plané est meilleure à droite. On remarque également que durant l'étude, la flexion du carpe passive est excellente, mais la flexion active lors du plané au départ stagne puis trouve une amélioration. Les résultats de flexion du carpe passif et active ne sont pas corrélables. Ceci peut s'expliquer par le fait que le geste actif de flexion du carpe au plané n'est pas seulement conditionné par la qualité de souplesse de l'articulation, mais aussi par des multiples paramètres musculaires et extérieurs. Il existe une amélioration des deux paramètres pendant l'étude. Je peux dire que l'étude a permis d'améliorer la flexion passive des carpes de la jument, ainsi que la flexion active des carpes au plané par réduction de l'angle articulaire du carpe. De manière globale, je peux dire que les tendances des deux paramètres semblent aller dans le sens contraire. Les données de l'angle du coude ont tendance à diminuer en même temps que les valeurs des hauteurs des carpes augmentent. Les prises en charge ont permis d'augmenter la flexion de l'articulation du coude avec une diminution de l'angle articulaire du coude. La hauteur des carpes a été augmentée tout au long des prises en charge. En semaine 6, nous avons gagné 32,5 cm. Ainsi, je dirais que lors de mon étude sur la jument et surtout lors du second protocole, la diminution de l'angle du coude permet aux carpes d'avoir une hauteur plus élevée. La tendance entre la semaine 0 et la semaine 6 est à la baisse. Nous avons réduit la durée de mise en place du trousset de 0,08 secondes à main droite et de 0,027 secondes à main gauche. Nous avions une différence de temps de la mise en place du trousset entre les deux mains au départ. Cette dissymétrie s'est effacée lors des semaines 2 et 4, mais est revenue par la suite. Nous avons eu un temps minimal lors de la 4e semaine qui a augmenté en semaines 5 et 6. Globalement, nous avons réduit le temps du trousset, mais cette réduction est très minime puisqu'elle se limite à quelques centièmes de seconde. Et par conséquent, cela est non significatif. Nous n'avons pas pu augmenter la rapidité du geste chez la jument par mes prises en charge. Lors du début du premier protocole, nous avons observé une progression à main gauche mais une régression à main droite. La dernière semaine du premier protocole s'est montrée néanmoins satisfaisante car elle a permis d'avoir autant de sauts avec les deux antérieurs symétriques à main droite et à main gauche. Lors du second protocole, il y a une nette amélioration pour arriver en fin de prise en charge à un geste présentant une symétrie des deux antérieurs sur tous les sauts, à main gauche comme à main droite. Ainsi, il y a une symétrie presque parfaite sur tous les sauts. Ce paramètre montre que le geste est devenu répétable au sein d'une séance. J'ai évalué la répétabilité du geste avec les écarts moyens des valeurs au sein d'une même série pour les angles articulaires au plané, la hauteur des carpes, le temps de mise en place du trousset et la distance de prise d'appel. Tous ces paramètres ont connu des variabilités d'écart moyen au sein de l'étude. Certaines variations s'expliquent par un changement de protocole et un arrêt momentané de prise en charge. En fin d'étude, l'ensemble des écarts types ont diminué, sauf celui du temps de réalisation du trousset. Comme je l'ai expliqué précédemment, les prises en charge ont peu d'influence sur ce paramètre. Ces observations montrent donc que l'ensemble de l'étude a permis d'augmenter la répétition du geste des antérieurs de qualité au plané. Je vais maintenant vous montrer en vidéo la différence de qualité de saut entre la semaine 0 et la semaine 6 sur un saut à main droite. En semaine 0, la jument charge fortement l'avant-main dans l'abord. Nous voyons que la jument a une mauvaise flexion du coude et du carpe au plané. L'épaule n'est pas avancée, les carpes sont bas et laissent peu de place à la partie distale du membre. On voit que la symétrie des antérieurs est absente. En phase culminante du plané, elle n'apparaît que lors de la phase d'extension des antérieurs. En semaine 6, la jument aborde l'obstacle de manière plus cadencée et en équilibre. Le saut est fluide, on observe une belle hauteur des carpes avec une flexion optimale du coude. L'épaule est avancée et les antérieurs arrivent rapidement en symétrie. La flexion du carpe est mieux qu'au départ, mais n'est pas encore optimale. Je vais donc maintenant pouvoir conclure cette étude qui était portée sur l'impact du massage sur le geste de trousset à l'obstacle. Le trousset de qualité est important dans la pratique du CSO. L'analyse des mesures me permet de valider une amélioration de la majorité des observables. Les prises en charge ont permis d'augmenter le nombre de sauts possédant une symétrie des antérieurs, d'augmenter la répétabilité du geste de qualité, d'améliorer la flexion du carpe au plané, d'avoir également un carpe plus haut et qui s'avance sur l'obstacle, mais également d'avoir une meilleure protraction de l'épaule sur l'obstacle.
L'étude a néanmoins montré que les massages n'ont pas eu d'influence sur la rapidité de mise en place du geste du troussé. Je conclus tout de même que la prise en charge des muscles du troussé et de l'érector spinae en massage et stretching a permis d'améliorer la qualité du geste des antérieurs chez la jument. L'étude a permis d'apporter en plus à cette jument une augmentation de la protraction des antérieurs au pas et au trot, d'avoir une symétrie de protraction entre les deux antérieurs, mais également une diminution globale des tensions musculaires et ainsi a amélioré le dynamique et a permis un développement musculaire plus harmonieux. Pour ouvrir un peu, je trouverais intéressant d'effectuer cette étude de cas sur un panel de chevaux de concours complet, puisque le geste des antérieurs est primordial sur le cross. Une faute des antérieurs peut vite entraîner une blessure ou une chute. De plus, le concours complet est éprouvant musculairement, d'où l'intérêt de limiter la fatigue musculaire.